Bonjour, c'est Nora. Dans cette formation WooCommerce, nous allons voir comment transformer votre site WordPress en boutique en ligne. On va partir d'un site existant qui est un site vitrine WordPress, et si vous n'avez pas encore de site, je vous invite à commencer par suivre ma formation WordPress pour créer votre premier site, et vous pourrez ensuite vous servir de ce site et y ajouter une boutique en ligne. Sur ce site existant, on va commencer par installer et activer l'extension WooCommerce, donc je survole extension et je clique sur ajouter une extension. Je vais faire la recherche pour WooCommerce et je vais installer et activer cette extension, donc WooCommerce avec 7 millions d'installations actives. J'installe maintenant et ensuite j'active l'extension. Je vais passer l'assistant de configuration parce qu'on va voir comment paramétrer le système dans ses moindres détails. Donc je clique sur ignorer la configuration guidée et je dois uniquement sélectionner mon pays ou ma région. Je sélectionne la France et je clique sur accéder à ma boutique. J'arrive sur l'écran d'accueil de WooCommerce et la première chose que je vais faire avant même de paramétrer l'extension, c'est de sécuriser ma boutique. Comme on aura des transactions financières sur ce site et des informations sensibles, ce sera important de prendre l'aspect sécurité au sérieux. J'ai déjà installé WordFence qui va sécuriser mon site lui-même et je vais aussi installer une protection sur mon serveur. Mon serveur est sur Cloudways qui est aussi le sponsor de cette vidéo. Cloudways, c'est une solution d'hébergement cloud à l'inverse des hébergements mutualisés et qui offre une sécurité renforcée tout en restant très facile à utiliser. Et si vous souhaitez tester Cloudways gratuitement, vous pouvez utiliser mon lien dans la description pour bénéficier de 10 $ de crédit gratuit, ce qui vous permettra de découvrir cette plateforme. Une des fonctionnalités intéressantes chez Cloudways, c'est leur module Malware Protection. Ce module va vous permettre de protéger votre serveur contre les logiciels malveillants en analysant régulièrement vos fichiers et en identifiant toute activité suspecte. Donc ceci se fait au niveau du serveur, là où WordFence travaille au niveau du site. Comme vous pouvez le voir, il y a une protection contre les tentatives de phishing, le système lui-même est protégé, donc l'ensemble de ce qui se trouve sur votre serveur. Il y a une protection de la base de données. Ce module va également nettoyer les fichiers infectés s'il en trouve. Il y a une défense proactive avec un blocage des tentatives d'injection de virus et c'est généralement une bonne protection contre les cyberattaques. Vous pouvez activer ce module par application, c'est-à-dire par site, et plus vous avez de sites sur lesquels vous avez activé ce module et moins ce sera cher. Mais si vous l'activez uniquement sur un site, ce sera 4 $ par mois. Il suffit de cliquer sur activer la protection et le module va commencer à scanner le site et à vérifier s'il y a des problèmes dans les fichiers du site. Pour moi, c'est un outil indispensable pour éviter que des virus ou des intrusions ne compromettent vos données et surtout celles de vos clients. On parle de transactions financières et de données personnelles qui se trouvent sur votre site e-commerce, donc c'est important de bien le protéger. Cloudways propose aussi des sauvegardes automatiques et une protection par pare-feu, et grâce à cette combinaison de WordFence pour le site et de Cloudways pour le serveur, vous avez vraiment une protection complète pour votre boutique en ligne. Donc je vous rappelle que vous pouvez utiliser mon lien dans la description pour bénéficier de 10 $ de crédit gratuit pour tester Cloudways. Et le troisième point de sécurité après l'extension et le module serveur, ce sera d'activer les mises à jour automatiques si ce n'est pas déjà fait. Pour ça, il suffit de se rendre dans Extensions et ici, vous pouvez activer toutes les mises à jour auto. Dans mon cas, elles sont toutes activées et je vous recommande de le faire également. Ensuite, dans Apparence et Thème, là aussi, vous pouvez activer les mises à jour automatiques du thème. Ici, elles sont de nouveau activées pour moi, et mon thème de secours, le thème 2024, a aussi les mises à jour automatiques activées. Maintenant que cet aspect est géré, je vais commencer à paramétrer les réglages de WooCommerce. Pour ça, je survole WooCommerce et je clique sur Réglages. Et tous les réglages de WooCommerce se trouvent dans les différents onglets que vous avez sur cet écran. Pour chaque réglage, vous avez un point d'interrogation que vous pouvez survoler et ici, vous aurez l'explication du réglage en particulier. On va commencer par donner une adresse à notre boutique. Ensuite, il y a les options générales dans lesquelles on va choisir où on vend. Est-ce qu'on vend dans tous les pays ou dans des pays spécifiques? Vous pouvez choisir de vendre dans certains pays uniquement ou d'exclure certains pays de votre vente. Je vais garder vendre dans tous les pays. Ensuite, je dois choisir la livraison. Donc, je vais livrer dans tous les pays où je vends, mais j'ai la possibilité de livrer dans tous les pays, de livrer dans des pays spécifiques uniquement ou de simplement désactiver l'expédition et les calculs de livraison si vous vendez des produits numériques par exemple. Ensuite, je peux choisir l'adresse client par défaut et ceci c'est notamment pour calculer les frais de livraison. Je peux choisir aucun emplacement par défaut et donc attendre que le client entre une adresse de livraison. Je peux choisir le pays ou la région de la boutique pour que les frais de livraison soient automatiquement calculés comme si les marchandises étaient envoyées à ma boutique. Ceci c'est vraiment utile si vous vendez dans un seul pays et c'est dans ce pays que se trouve votre boutique par exemple.
Et vous avez aussi la possibilité d'activer la géolocalisation avec ou sans page de cache. Si vous souhaitez que WooCommerce calcule la TVA pour vous, vous pouvez activer le calcul et le coût de la taxe. Donc si vous cochez cette case, et je vais la cocher ici, WooCommerce va automatiquement calculer la TVA sur vos produits. Ensuite, vous pouvez activer ou désactiver l'utilisation de codes promo. Si vous activez cette option, il y aura une case destinée à accueillir un code promo sur votre page panier, et si vous la désactivez, il n'y aura pas cette case. Ensuite, vous pouvez choisir de calculer les remises des codes promo séquentiellement, c'est-à-dire que chaque code promo sera appliqué sur le tarif plein réduit du code promo précédent. Dans les options de devise, vous pouvez choisir la devise de votre boutique. Ici, on va garder les euros, mais vous avez toutes les devises possibles. Vous pouvez choisir la position de la devise, donc souvent en euros c'est à droite, mais si vous le souhaitez, vous pouvez avoir le signe euro à gauche. Vous pouvez ajouter un séparateur de milliers, je ne vais pas le faire pour mes chiffres en euros, et un séparateur de décimales qui, par défaut pour les euros, est une virgule. Je vais conserver 2 pour le nombre de décimales, donc 2 chiffres après la virgule, et ensuite je peux enregistrer les modifications. Comme j'ai activé le calcul de la taxe ou le calcul de la TVA, j'ai un onglet supplémentaire, l'onglet TVA, qui s'est ajouté à mon menu. Je passe au produit, et ici, en plus de l'onglet produit, j'ai un sous-menu qui sera disponible dans certains des onglets. Donc ne ratez pas ce sous-menu parce qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez paramétrer en plus. Dans les produits, je dois d'abord choisir ma page boutique. Donc je vais vous montrer mes pages et celles qui ont automatiquement été créées par WooCommerce. Avant d'installer WooCommerce, sur mon site, je n'avais que 3 pages. La page d'accueil, la page blog et une page en brouillon qui était la page de politique de confidentialité. En installant WooCommerce, l'extension crée automatiquement une page boutique, une page mon compte, une page panier, une page en brouillon qui est la politique en matière de remboursement et de retour et une page validation de la commande. Et en revenant au réglage, je peux choisir la page boutique. Par défaut, c'est évidemment la page boutique que WooCommerce a créée, mais je pourrais choisir une autre page que j'ai créée moi-même et que je n'appelle pas boutique par exemple. Ensuite, je peux choisir ce qu'il se passe lorsque quelqu'un clique sur ajouter au panier. Est-ce que je redirige directement la personne vers le panier ou pas? Et je peux activer ou non les boutons Ajax d'ajout au panier sur les archives. Ceci, c'est uniquement une question d'expérience utilisateur. En général, je conseille de garder les réglages par défaut. Vous pouvez choisir une image indicative, c'est-à-dire une image qui prendra la place d'une vraie image s'il n'y en a pas, et par défaut, WooCommerce installe une image pour vous. Ensuite, vous pouvez choisir les unités de poids et les unités de dimension en fonction des produits que vous vendez. Vous pouvez choisir d'activer les avis produits ou non. Si vous les activez, vous pouvez choisir d'afficher le libellé acheteur certifié sur ces avis et vous pouvez également ne permettre qu'aux acheteurs certifiés de laisser des avis. Vous pouvez également activer ou désactiver les notes sur les avis et choisir si une note est obligatoire pour laisser un avis ou non. Et ces paramètres sont réellement un choix personnel, donc ce sera à vous de décider ce que vous souhaitez faire à cet endroit. J'enregistre et je passe à l'onglet Inventaire. Dans l'inventaire, je peux activer ou non la gestion du stock, c'est-à-dire que je pourrais entrer le nombre d'unités de mes produits lorsque je crée un produit et ensuite WooCommerce va garder le compte du stock chaque fois qu'un produit est vendu. Je peux choisir de maintenir le stock un certain nombre de minutes et j'ai le choix de modifier ce nombre de minutes. Et ceci veut dire que le stock sera diminué jusqu'à ce qu'une personne paye sa commande pendant 60 minutes. Donc la personne a effectivement 60 minutes pour payer. Ensuite, je peux activer ou désactiver les notifications de stock faible et de rupture de stock. Si vous choisissez d'activer votre gestion du stock, je vous recommande également d'activer les notifications. Vous pouvez choisir le destinataire pour ces emails de gestion de stock et par défaut, c'est l'email d'administration de WordPress. Ensuite, vous pouvez choisir un seuil de stock faible, c'est-à-dire que vous recevrez la première notification de stock faible ici lorsque ce seuil de nombre de produits est atteint et vous pouvez également choisir le seuil de rupture de stock pour la deuxième notification. Vous pouvez également choisir d'afficher ou non les produits en rupture de stock du catalogue. Si vous ne cochez pas cette case, il y aura un produit qui s'affiche et la mention en rupture de stock où on verra que ce produit n'est pas en stock, en tout cas il ne pourra pas être commandé. Si vous souhaitez masquer ces produits, il suffit de cocher cette case. Et ensuite, vous pouvez choisir le format d'affichage du stock, donc par exemple, afficher le stock restant avec 12 en stock, ou afficher uniquement le stock lorsqu'il est bas, donc lorsqu'il est bas, c'est votre seuil de stock faible, par exemple, plus que 2 en stock si vous gardez le 2 pour le seuil de stock faible, et vous pouvez choisir de ne jamais afficher le stock restant.
Dans les produits téléchargeables, vous pouvez configurer les paramètres liés aux produits téléchargeables. Si vous vendez des produits téléchargeables sur votre site, vous pouvez choisir de forcer le téléchargement ou de rediriger uniquement vers la page de téléchargement. Il y a également une autre méthode, mais de manière générale, je vous conseille de simplement forcer le téléchargement. Même chose pour autoriser la méthode redirection non sécurisée en dernier recours, je vous conseille de ne pas cocher cette case et de simplement vous assurer que le téléchargement est forcé lorsque quelqu'un achète un produit numérique. Dans les restrictions d'accès, vous pouvez choisir si les téléchargements sont restreints aux personnes connectées à votre site, donc aux clients connectés, et vous pouvez choisir d'autoriser l'accès aux produits téléchargeables après le paiement, c'est-à-dire lorsque les commandes sont en cours plutôt que lorsque les commandes sont terminées. Vous pouvez choisir d'ouvrir les téléchargements dans le navigateur, et ensuite pour la sécurité, vous pouvez ajouter une chaîne unique au nom du fichier, et ensuite vous avez la possibilité de compter les téléchargements même s'ils sont partiels. Je passe au répertoire de téléchargement approuvé, et par défaut WooCommerce a créé des répertoires de téléchargement sur mon serveur. Mais si vous souhaitez utiliser un autre répertoire de téléchargement, vous pouvez l'ajouter en cliquant sur Ajouter. Dans l'onglet Avancé, vous avez des paramètres que normalement vous n'avez pas besoin d'utiliser, sauf si vous êtes développeur, et par défaut vous pouvez garder toutes les cases décochées. Je passe à l'onglet TVA, et dans cet onglet vous avez également plusieurs autres onglets ou un sous-menu. Vous pouvez choisir comment vous allez saisir vos tarifs sur le site, TVA comprise ou hors TVA. Dans mon cas, je vais saisir les tarifs TVA comprise ou toute taxe comprise. Je peux choisir le calcul de la TVA qui sera basé soit sur l'adresse de livraison du client, soit sur l'adresse de facturation du client ou encore l'adresse de la boutique. Ceci dépend de votre chiffre d'affaires, mais pour des petites boutiques, vous pouvez choisir adresse de base de la boutique. Vous pouvez choisir une TVA spécifique pour la classe d'expédition, donc ici on a plusieurs taux de TVA, et vous pouvez choisir la classe de TVA basée sur les articles du panier, ce qui devrait convenir de manière générale. Ensuite, vous pouvez arrondir la TVA au niveau du sous-total plutôt que pour chaque ligne, c'est-à-dire que vous n'aurez qu'une seule ligne pour la TVA. Vous pouvez ajouter des classes de TVA additionnelles selon vos besoins. Et ici, il y a toujours un petit souci avec WooCommerce, c'est-à-dire que les taux qui sont ajoutés par défaut, donc le taux réduit et le taux zéro, s'affichent comme taux réduit et taux zéro, comme vous pouvez le voir ici. Donc ce qu'il faut faire, c'est supprimer ce taux et le deuxième taux pour le taux 0. Et vous pouvez conserver ces deux taux si vous avez besoin d'un taux réduit et si vous avez besoin d'un taux 0. Vous pouvez complètement les supprimer si vous vendez des produits qui ont un seul taux de TVA. Ensuite, l'affichage des tarifs dans la boutique sera toute taxe comprise puisque j'ai décidé de saisir mes tarifs toute taxe comprise. Et comme vous le voyez ici, j'ai un message de WooCommerce parce qu'il y a des incohérences. Si je saisis les tarifs toute taxe comprise, ils seront affichés toute taxe comprise dans la boutique et sur les pages paniers et pages de commande. Je peux choisir un suffixe d'affichage du prix, et notamment TTC par exemple, pour toute taxe comprise. Je vais donc ajouter TTC, et ensuite je peux régler l'affichage des taux de TVA, soit détaillé, soit comme un total unique. Je vais conserver détaillé, et j'enregistre les modifications. Ensuite, je vais pouvoir régler mes taux de TVA, donc le taux standard, le taux réduit et le taux 0. Si je clique sur taux standard, j'ai un tableau qui va me permettre d'ajouter mon taux de TVA. Pour l'ajouter, il suffit de cliquer sur insérer une ligne, et ensuite il suffit de remplir les colonnes du tableau. Vous pouvez être aussi précis ou aussi peu précis que vous le souhaitez, et ceci est évidemment déterminé par vos obligations légales. Si vous êtes en France et que vous n'avez pas un chiffre d'affaires qui vous demande de payer des TVA à des pays étrangers, vous devriez pouvoir ajouter uniquement le code pays pour la France et ensuite le taux de 20% pour la TVA standard française. Cette TVA n'est pas un taux cumulable, donc je laisse la case non cochée. Par contre, c'est une taxe qui s'applique également à l'expédition. J'enregistre les modifications et mon taux de TVA est configuré de cette manière. Si vous avez un chiffre d'affaires plus important, c'est ici que vous pourrez ajouter toutes les TVA différentes des pays et notamment des pays de l'Union européenne. Et si vous êtes hors de l'Union européenne, il se pourrait que vous ayez des taux de taxes très spécifiques. Il me semble que c'est notamment le cas pour le Canada. Dans ce cas, vous pouvez rentrer vos taux de taxes un par un en fonction du code État, mais vous pouvez également importer un CSV si vous avez un fichier dans lequel tous vos taux de taxes sont déjà inscrits et ça vous fera gagner un temps énorme si vous avez beaucoup de taux à ajouter. Dans le taux réduit et dans le taux 0, vous avez exactement la même chose, c'est-à-dire que dans le taux de taxe 0, il suffira de rentrer les pays dans lesquels vous ne devez pas facturer de TVA à vos clients. Et dans le taux réduit, vous pouvez ajouter le taux de taxe réduit pour les articles qui bénéficient de ce taux réduit. Plus tard dans ce tutoriel, je vous montrerai comment appliquer ces taux différents, donc taux standard, taux réduit ou taux 0, à vos produits. Je passe à l'onglet Expédition.
Et ici, je vais pouvoir ajouter des modes de livraison, des modes d'expédition de mes produits. La façon dont ceci fonctionne dans WooCommerce, c'est que je dois commencer par ajouter une zone géographique dans laquelle je livre. Et ensuite, par zone géographique, je pourrais ajouter des méthodes de livraison. Par défaut, j'ai une zone géographique reste du monde qui n'est pas configurée, mais je vais plutôt ajouter une zone de livraison directement. Je dois donner un nom à ma zone, je vais appeler cette zone Europe, en admettant que je livre dans toute l'Union européenne. Ensuite, je dois choisir la composition de ma zone. Donc j'ai la possibilité de choisir une composition très large. Par exemple, je pourrais choisir Europe, et dans ce cas-là, je livre dans toute l'Europe, y compris dans des pays qui ne font pas forcément partie de l'Union européenne. Mais je peux également choisir les pays de l'Union européenne uniquement, dans le cas évidemment où je livre uniquement dans les pays de l'Union européenne. Donc je pourrais choisir l'Allemagne, et au sein de l'Allemagne, je pourrais encore réduire ceci et choisir une région spécifique en Allemagne. Ensuite, je peux choisir l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie. Même chose avec la Bulgarie, j'ai la possibilité de choisir des régions spécifiques. Et je pourrais continuer comme ça en sélectionnant tous les pays de l'Union européenne. Pour l'instant, je me limite aux pays de A à E pour ne pas entrer tous les pays. Et ensuite, je vais pouvoir ajouter une méthode de livraison. Donc je clique sur ajouter une méthode de livraison. Et ici, je vais choisir la livraison gratuite et je vais paramétrer le forfait après avoir configuré mes classes de livraison. Et vous verrez plus tard ce que sont les classes de livraison. Je clique sur continuer. Et ici, je peux choisir une condition pour ma livraison gratuite. Donc ici, il y aura un prérequis, et le prérequis, ce sera un minimum de commandes. Mon minimum de commandes sera par exemple 50 €. Donc si un client a un panier de 50 € ou plus, la livraison sera gratuite. Je ne vais pas choisir d'appliquer la règle de commande minimale avant la remise avec code promo. Je veux que les clients aient 50 € minimum de commande, code promo compris. Je crée et j'enregistre. Et ensuite, avant d'ajouter la méthode de livraison forfait, je vais continuer mes réglages et je reviendrai aux zones d'expédition plus tard. Je clique sur réglages de livraison, et ici j'ai des réglages spécifiques. Pour commencer, je peux choisir le calcul de ma livraison. Je peux activer ou désactiver le calcul de frais d'expédition sur la page panier, et je peux masquer les frais d'expédition jusqu'à ce qu'une adresse soit renseignée. Ceci, je vous conseille de l'activer si vous avez des livraisons très spécifiques par zone géographique. Ensuite, je peux choisir la destination de l'expédition par défaut, soit à l'adresse de livraison du client, de facturation du client, et je peux forcer la livraison à l'adresse de facturation du client. Par défaut, je vous conseille de choisir l'adresse de livraison du client. Et ensuite, s'il y a un problème, je peux activer le mode de débogage. J'enregistre les modifications et je passe aux classes. Les classes d'expédition, c'est une donnée que je peux ajouter à mes produits et ces produits auront des frais de livraison tout à fait spécifiques. Pour ajouter une classe d'expédition, je clique sur ajouter une classe d'expédition et ensuite je peux choisir des paramètres pour ma classe. Je vais ajouter une classe produit volumineux et ensuite je dois lui ajouter un identifiant. Donc je peux simplement ajouter produit volumineux en minuscule avec un trait d'union et ensuite je dois ajouter une description à ma classe d'expédition. Admettons que sur mon site, les produits volumineux soient des produits de plus de 1 mètre sur 50 cm. Je vais créer cette classe, et je peux ajouter des classes d'expédition de cette manière pour des produits spécifiques sur mon site. Je vais ajouter une autre classe d'expédition, et cette classe d'expédition sera une livraison gratuite. Mais dans ce cas-ci, ce ne sera pas une livraison gratuite pour un montant particulier, mais ce sera une livraison gratuite pour certains produits sur mon site. Je vais lui donner l'identifiant livraison gratuite et la description ce sera par exemple pour les tout petits produits. Ici, imaginons que vous avez des produits qui sont extrêmement légers et que vous pouvez simplement glisser dans une enveloppe. Vous pouvez par exemple choisir d'offrir la livraison gratuite pour ces produits. Je vais créer ma classe et maintenant je vais revenir à mes zones d'expédition. Je vais modifier la zone que j'ai créée, donc la zone Europe, qui pour l'instant a uniquement la livraison gratuite au-delà de 50 €. Donc on ne sait pas ce qui se passe pour l'instant pour les personnes qui commandent pour moins de 50 €. Je clique sur modifier et dans les modes d'expédition, je vais ajouter une méthode de livraison. Je vais choisir la méthode forfait et je continue. Ici, je peux donner un nom à mon forfait et ce nom sera visible pour les clients. Donc, il faut choisir quelque chose de descriptif. Ensuite, je peux choisir l'état de la TVA et je peux choisir le coût de mon forfait. Admettons que ce soit 3,90 €. Donc, mon forfait s'élève à 3,90 € pour les commandes en dessous de 50 €. Et ensuite, je peux choisir mes coûts par classe d'expédition puisque je viens de configurer mes classes d'expédition. Ma première classe d'expédition livraison gratuite sera 0 €. Donc si quelqu'un a des produits auxquels j'ai ajouté la classe livraison gratuite, et vous allez voir comment le faire quand on passera au produit, le coût pour cette classe d'expédition sera 0 €. À l'inverse, le coût pour les produits volumineux sera de 10 € par exemple.
Ensuite, je peux choisir le coût pour aucune classe d'expédition, c'est-à-dire que si dans le panier il y a des produits auxquels je n'ai pas ajouté une classe d'expédition spécifique, je peux choisir leur coût. Mais pour moi, le coût ici sera 3,90. Et ensuite, je peux choisir le type de calcul. Donc je peux choisir de calculer les frais d'envoi pour chaque classe d'expédition. Par contre, si je choisis le type de calcul par commande, ce sera les frais d'envoi pour la classe d'expédition la plus coûteuse qui seront pris en compte. Je vais créer et enregistrer mon forfait. Et maintenant, mes deux méthodes de livraison gratuite et mon forfait, sont configurées. Je passe donc au point de vente, et ici j'ai la possibilité d'activer le retrait en point de vente. Si j'active ceci, cette méthode apparaîtra comme une possibilité au moment de la livraison dans la validation de la commande. Je peux choisir un nom pour cette méthode de livraison, donc retrait par défaut, mais je peux rajouter retrait en point de vente ou retrait en magasin. Et je peux choisir d'ajouter un prix pour les clients qui choisissent cette méthode de livraison. Le coût peut être gratuit ou non, et je peux choisir si ceci est taxable ou non. Souvent, si vous activez un retrait en point de vente, normalement le retrait est gratuit, donc je vais décocher ceci, et ensuite je peux ajouter un lieu de retrait. Et ici, il suffit d'ajouter le lieu de votre magasin ou de votre point de vente. Donc je ne vais pas le faire, mais vous pouvez simplement remplir ce formulaire. Ensuite, vous cliquez sur terminer, et votre point de retrait sera ajouté ici. Donc les clients qui choisissent cette méthode verront l'adresse à laquelle ils doivent se rendre pour retirer leur commande. J'enregistre les modifications, je passe à l'onglet paiement et ici je vais pouvoir configurer le ou les moyens de paiement que je vais autoriser sur mon site. Lorsque vous installez WooCommerce, l'extension installe également WooPayments qui est l'extension de paiement de WooCommerce. Vous avez également par défaut le virement bancaire, les paiements par chèque et le paiement à la livraison. Et ces trois méthodes de paiement ne demandent pas que vous acceptiez des transactions financières directement sur votre site. Donc ce sont des méthodes de paiement qui permettent aux clients de payer en dehors de votre site. Si vous cliquez sur le lien en dessous des paiements, découvrez les autres fournisseurs de paiement, vous verrez qu'il y a tout un tas d'extensions disponibles dans WooCommerce ou d'extensions qui sont compatibles avec WooCommerce et qui vous permettent d'accepter des paiements. On vient de voir WooPayments, il y a également Stripe et les paiements par PayPal. Une autre solution populaire est Molly, et vous pouvez voir que vous avez vraiment de nombreuses extensions qui vous permettent d'accepter les paiements sur WooCommerce. Parmi les extensions les plus populaires, il y a Stripe et les paiements par PayPal, et notez que la plupart de ces extensions sont gratuites, mais sur chaque paiement vous aurez des frais qui sont prélevés par le système que vous choisissez. Selon votre entreprise, mais aussi selon les préférences de vos clients, je vous conseille de passer un peu de temps à vérifier les options de système de paiement, les frais qui sont prélevés justement, et de cette manière, vous pourrez trouver celui qui vous conviendra le mieux. Et notez qu'avec des systèmes comme Stripe par exemple ou Molly, vous avez toute une série de moyens de paiement qui vous sont proposés. Ce n'est pas uniquement des paiements par le système que vous utilisez. Donc dans le cas de Stripe et Molly par exemple, vous pouvez payer par carte bancaire, par carte de crédit. Vous pouvez aussi autoriser le paiement par quelque chose comme Bancontact ou un système comme Klarna. Et dans certains de ces systèmes, et notamment Molly, vous avez la possibilité d'offrir un paiement via la banque du client. À l'inverse, avec PayPal, vous ne pouvez pas proposer toute une série de paiements différents. Vous pouvez proposer le paiement par carte bancaire via PayPal, mais les clients utilisent leur carte bancaire, ou le paiement par compte PayPal. Donc dans ce cas-là, les options sont plus limitées, mais si ceci vous convient, si vous n'avez que besoin d'un système de paiement par carte de crédit, ça suffit. Pour exemple, je vais installer Stripe, donc je vais me rendre dans Extensions et ajouter une extension. Je vais faire la recherche pour Stripe et je vais donc installer l'extension Stripe pour WooCommerce. Et si vous souhaitez installer une autre extension, par exemple Molly, il suffit de faire la recherche pour Molly et vous pourrez installer et activer l'extension Molly pour WooCommerce. Et vous pouvez faire ceci avec l'extension que vous avez choisie pour les paiements WooCommerce. Je reviens donc à Stripe et je vais installer et activer cette extension. Mon extension est installée et active sur mon site et si je reviens à WooCommerce et aux réglages, je me rends de nouveau dans l'onglet paiement et ici mon paiement par Stripe a été ajouté à mes méthodes de paiement. Avant d'activer la méthode de paiement, je peux terminer la configuration et ici je vais évidemment devoir connecter mon site avec mon compte Stripe et je peux également créer un compte Stripe, c'est gratuit. Je ne vais pas vous montrer ceci dans ce tutoriel parce que ce sera spécifique au moyen de paiement que vous allez choisir, mais généralement c'est assez facile de connecter votre compte et votre moyen de paiement. Ensuite, je reviens à nouveau au paiement, donc je vais cliquer sur la flèche retour, et pour avoir effectivement un moyen de paiement sur mon site, je vais activer les virements bancaires.
Ensuite, je peux cliquer sur terminer la configuration. Ma méthode de paiement virement bancaire est bien activée, je peux changer son titre si virement bancaire ne vous convient pas. Ensuite, je peux modifier la description pour expliquer aux clients comment ils doivent procéder au paiement. Et ensuite, je peux ajouter les informations du numéro de compte sur lesquelles le client ou les clients doivent effectuer leur virement. Je vais donc remplir des informations au hasard et j'enregistre les modifications. Donc j'espère que vous avez compris comment configurer les paiements. Il suffit de choisir votre système, d'installer l'extension adéquate et ensuite de cliquer sur terminer la configuration pour configurer le moyen de paiement. Et la dernière étape, ce sera d'activer le moyen de paiement que vous avez choisi d'offrir sur votre site. Je passe à l'onglet compte et confidentialité et dans cet onglet, je vais paramétrer les comptes des clients. Dans la section commander, je peux autoriser les clients à passer commande en tant qu'invités, c'est-à-dire sans avoir créé de compte. Et je peux également autoriser la connexion lors de la validation de commande. Donc si quelqu'un a déjà un compte client sur mon site, la personne pourra se connecter au moment de la validation de la commande plutôt qu'avant de commencer à passer commande. Ceci dépend de votre site et de ce que vous vendez. Vous avez peut-être besoin que quelqu'un crée un compte client, vous avez peut-être besoin d'informations spécifiques et peut-être que vous n'avez pas besoin d'informations autres qu'une adresse email pour pouvoir envoyer une commande au client. Dans mon cas, je vais cocher cette case. Je vais également autoriser les clients à créer un compte lors de la validation de commande et je vais également les autoriser à créer un compte sur la page Mon compte. Si vous ne savez pas très bien si vous avez besoin que les clients créent un compte ou pas sur votre site, un des avantages pour vos clients d'avoir un compte sur votre site, c'est qu'ils ont un tableau de bord sur lequel ils peuvent visualiser leurs commandes et leurs informations personnelles. Donc avec un compte sur votre site, les clients ne dépendent pas uniquement des emails de commande que vous leur envoyez. Ensuite, dans les options de création de compte, vous pouvez envoyer un lien pour configurer le mot de passe. Donc vous envoyez un lien aux clients qui ont créé un compte pour qu'ils configurent leur mot de passe. Vous pouvez également les laisser créer un mot de passe directement lors de la création du compte. Par sécurité, je vous recommande de bien garder cette case cochée parce que de cette manière, vous vous assurez que l'adresse email qui a été utilisée par le client pour créer son compte est correcte. Ensuite, vous pouvez choisir de supprimer les données personnelles des commandes sur demande, de retirer l'accès au téléchargement sur demande et d'autoriser la suppression en masse des données personnelles des commandes. Ceci, ce sera à vous de voir si vous souhaitez activer ou non ces options et tout dépend de comment vous souhaitez traiter les données de vos clients ou comment vous devez traiter les données de vos clients. Dans la section politique de confidentialité, vous pouvez afficher un message et un lien vers votre page de politique de confidentialité au moment de l'inscription et au moment du paiement. Et vous pouvez choisir d'avoir le même message ou des messages différents sur ces deux pages. Ensuite, dans la conservation des données personnelles, vous pouvez définir le temps pendant lequel vous souhaitez conserver les données personnelles en fonction des éléments que vous avez ici. Donc les comptes inactifs, les commandes en attente, échouées, annulées ou terminées. Dans mon cas, comme j'ai installé l'extension Stripe, je peux également conserver les données Stripe pendant un certain nombre de jours. J'enregistre les modifications et je passe à la section Email. Sur cet écran, j'ai l'ensemble des emails que WooCommerce est susceptible d'envoyer. Pour commencer, j'ai 3 emails d'administration qui envoient un email à l'administrateur du site ou à l'adresse d'administration du site lorsque quelqu'un passe une nouvelle commande, quand une commande est annulée ou quand une commande est échouée. Ensuite, j'ai les emails qui sont envoyés au client, donc ici vous voyez que le destinataire est le client et plus l'email d'administration. Et ces emails correspondent au statut de la commande. Donc le client reçoit un email si sa commande est en attente, en cours, terminée ou remboursée, mais également un email de détail de la commande. Si vous ajoutez une note au client, c'est cet email qui sera envoyé. Pour la réinitialisation du mot de passe, c'est celui-ci. Lors de la création d'un nouveau compte, ce sera celui-là. Si vous avez des abonnements sur votre site et qu'il y a un échec lors du renouvellement de l'abonnement, ce sera cet email. Vous pouvez avoir un email de précommande qui est envoyé au client et pour terminer, vous pouvez avoir un email de demande d'authentification de paiement qui est envoyé à l'administrateur. Vous avez la possibilité de gérer tous ces emails et de choisir de les envoyer ou non. Je vais donc cliquer sur Gérer pour vous montrer comment ça se présente, mais tous les emails se présenteront de la même manière. Donc pour l'email de nouvelle commande qui est envoyé à l'administrateur lorsqu'une nouvelle commande est passée sur le site, je peux choisir d'activer ou de désactiver cet email ou cette notification par email. Dans ce cas-ci, je préfère l'activer pour savoir quand je reçois une nouvelle commande. Ensuite, j'ai la possibilité d'ajouter ou de supprimer des destinataires. Donc ici, par défaut, ce sera l'email d'administration du site, mais je peux ajouter d'autres adresses email après une virgule. Et je peux ajouter autant d'adresses que nécessaire. Ensuite, je peux changer le titre de l'email, le sujet de l'email. Par défaut, c'est ce que vous voyez ici, donc le titre du site, nouvelle commande, numéro et un certain numéro.
Si vous survolez le point d'interrogation, vous verrez qu'il y a quelques balises disponibles, notamment le titre du site, l'adresse du site, l'URL du site, la date de commande ou le numéro de commande. Même chose pour l'entête de l'email. Par défaut, c'est ceci, mais vous pouvez le changer si vous souhaitez. Le contenu additionnel n'est pas obligatoire, mais par défaut, WooCommerce vous félicite pour cette vente. Et ensuite, vous pouvez choisir le type d'email, donc un email en texte brut, en HTML ou un email multipartie. Si vous êtes développeur et que vous souhaitez modifier le modèle d'email, vous pouvez copier le fichier dans votre thème ou dans votre thème enfant en cliquant sur le bouton et ensuite modifier le modèle de l'email. Et vous pouvez faire ceci pour tous les emails. J'enregistre mes modifications et donc ce que je veux vous montrer c'est que j'ai bien désactivé cette notification par email. Je reviens à la liste de l'ensemble des emails et comme vous pouvez le voir ici, le petit V s'est transformé en une croix et si vous le survolez, vous pouvez voir que la notification est désactivée. De manière générale, je vous conseille, comme je l'ai dit, de ne pas désactiver les notifications pour les administrateurs. Néanmoins, vous pouvez désactiver certains emails pour vos clients. On verra tout à l'heure ce que sont les statuts de commande, mais il est possible que vous n'ayez pas besoin d'envoyer des emails à chaque statut de commande à vos clients. Plus bas sur cet écran, vous avez des options pour l'expéditeur. Vous pouvez choisir le nom de l'expéditeur, donc par défaut c'est le nom du site, et vous pouvez également choisir l'adresse de l'expéditeur. Pour ces deux options-ci, je vous renvoie vers une vidéo que j'ai faite sur l'envoi d'email par WordPress, parce que de manière générale, en particulier si vous avez un site e-commerce, je vous conseille de configurer l'envoi d'email par WordPress avec une extension comme WP-Mail SMTP. Et avec cette extension, vous pouvez configurer ceci dans l'extension directement et utiliser le même nom d'expéditeur et la même adresse pour tous les emails que votre site envoie et pas uniquement les emails envoyés par WooCommerce. Par ailleurs, pour assurer l'envoi d'email et être sûr que vos emails ne sont pas envoyés dans les spams, il faut que votre adresse email comporte votre nom de domaine. Donc au lieu d'être @, et puis Gmail souvent ou une adresse Freemail, il faudra que ce @ corresponde à votre nom de domaine. Donc dans mon cas, ce serait wptutorial.online. Et ceci va assurer l'envoi d'email au lieu d'envoyer vos emails dans les spams. Ensuite, dans le modèle d'email, vous avez la possibilité de configurer une partie de votre modèle d'email et ce modèle sera utilisé pour l'ensemble des emails. Vous pouvez ajouter une image d'entête, vous pouvez changer les couleurs et vous avez la possibilité d'ajouter un texte de pied de page et de nouveau ici vous pouvez utiliser des balises dynamiques. Et vous pouvez également modifier la couleur du texte du pied de page. Si ceci ne vous suffit pas, je vous renvoie vers un tutoriel que j'ai fait sur le sujet pour personnaliser les emails de WooCommerce avec l'extension Kadence. Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez activer les tendances par email pour recevoir des notifications par email pour obtenir de l'aide sur la configuration de votre boutique. Je passe à l'onglet Intégration, et ici j'ai simplement deux paramètres, le premier qui me permet d'utiliser MaxMind pour la géolocalisation, et le deuxième qui sera l'emplacement de stockage pour la base de données de MaxMind. Donc ceci, vous pouvez l'utiliser si vous le souhaitez géolocaliser très précisément vos clients lorsqu'ils passent commande. Dans l'onglet Visibilité du site, je peux choisir d'activer ou de désactiver ma boutique. Pour l'instant, la boutique est bientôt disponible, comme vous pouvez le voir avec ce message, et ce que ça veut dire, c'est que le site est masqué derrière une page de destination bientôt disponible. Je peux appliquer ce message aux pages de boutique uniquement, mais je peux également choisir de partager mon site avec un lien privé en activant cette fonctionnalité. Lorsque votre site sera prêt, ou si vous avez un site tout nouveau et que vous n'avez pas encore de trafic, vous pouvez simplement cliquer sur En direct pour lancer la boutique. J'enregistre les modifications, et ici mon message a changé, donc je suis bien en direct, ma boutique est visible par tout le monde. Dans l'onglet Avancé, j'ai d'abord une section sur l'installation des pages. Donc dans l'installation des pages, je peux choisir quelle page correspond à ce dont WooCommerce a besoin. Comme on l'a vu tout à l'heure, WooCommerce a créé par défaut des pages. Il y a une page panier qui est la page panier, mais je pourrais choisir d'avoir une autre page pour mon panier. Pour ça, il suffit de taper cette page et de la choisir. Même chose pour la validation de la commande, la page Mon compte et les conditions générales de vente. Ici, je n'ai pas encore de conditions générales de vente, donc il faudrait que je choisisse une page. Je vais ajouter une page politique de confidentialité qui n'est pas les conditions générales de vente, mais vous voyez comment vous pouvez ajouter une page. Ensuite, j'ai deux autres sections qui sont les points de terminaison de validation de commande et les terminaisons du compte. Ces sections, ce sont les parties qui se trouvent dans l'URL et qui correspondent à ces éléments dans WooCommerce. Je vais vous montrer ce que ça donne sur le site. Ici, j'ai ouvert la page Mon compte, donc celle qui correspond à mon compte, mon propre compte sur ce site. Sur cette page, il y a tout un tas de choses que vous pouvez ajouter ou supprimer ici dans le menu de gauche. Je suis sur le tableau de bord qui correspond à
mon compte, donc à cette partie de l'URL qui comporte le nom mon compte. Ceci, c'est simplement la page qui a été créée et qu'on a vu tout à l'heure. C'est l'URL ou le slug de la page qui a été créée tout à l'heure quand je vous ai montré les pages que WooCommerce crée par défaut. Si je clique sur commande, je peux voir dans l'URL de cette partie commande que j'ai un mot orders qui correspond à commande en anglais qui a été ajouté sur la page mon compte. Ceci, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver dans les réglages, dans les terminaisons du compte, puisqu'on est bien sur la page mon compte. La section commande a ce slug ou cette terminaison d'URL. Vous avez donc la possibilité de modifier tout ceci, notamment en traduisant ces parties de l'URL en français. Si vous décidez de modifier ceci, je vous conseille absolument de le faire avant d'ouvrir votre boutique. Et la raison, c'est que lorsque vous allez modifier ceci, ça va modifier le lien direct sur votre site et vous aurez des liens cassés, notamment si des gens ont mis en favori des liens vers leur compte et notamment des liens vers leur commande. Donc je vais changer ceci pour vous montrer ce que ça donne. Donc je change orders en commande. Je vais enregistrer les modifications. Si je tente à nouveau d'accéder à mon URL ici, donc je vais rafraîchir ma page, mon lien est introuvable, ma page est cassée. Par contre, si je change cette partie ou la terminaison de l'URL avec commande, ce que je viens d'ajouter à mon site, j'arrive bien dans mes commandes. Donc vous voyez qu'en modifiant ceci, vous cassez un lien et c'est pour ça que je vous conseille de le faire avant même de lancer votre boutique, dès que vous configurez WooCommerce. Une autre chose que vous pouvez faire avec ces points de terminaison, c'est simplement les supprimer. Admettons que vous n'ayez que des produits physiques et que vous n'ayez pas de téléchargement sur votre site. Cet onglet téléchargement pourrait dérouter vos clients. Dans ce cas, il suffit de trouver la terminaison de commande téléchargement et de l'effacer. J'enregistre les modifications et si je reviens à mon compte, je vais rafraîchir la page. Mon onglet téléchargement a été supprimé. Je peux faire ceci avec tous les liens qui se trouvent ici. Je vous ai montré ce que ça donne sur les terminaisons du compte parce que c'est très facile de le voir, mais c'est exactement la même chose sur les validations de commandes. Donc ces points de terminaison correspondent aux URL auxquelles une personne accède lorsqu'elle est en train de passer commande et donc de payer sur votre site. Je passe à l'API REST et ici vous pouvez créer des clés d'API. Ceci sera utile si vous avez besoin d'ajouter des extensions qui vous demandent de créer des clés d'API ou de connecter des services externe avec WooCommerce. Dans ce cas, vous aurez très certainement une procédure à suivre et il suffira de créer une clé d'API, de lui donner une description, de choisir son utilisateur et de choisir les droits que le système que vous utilisez vous demande de choisir. Dans les crochets web, vous pouvez de la même manière ajouter des crochets web si vous en avez besoin. De nouveau, ce sera pour faire communiquer des systèmes externes avec WooCommerce. Dans l'onglet Ancienne API, vous avez accès à l'ancienne API de WooCommerce que de nombreuses extensions utilisent encore, mais plutôt que d'activer quoi que ce soit avec l'ancienne API, je vous conseille simplement de télécharger l'extension dédiée qui vous donnera accès à cette ancienne API et qui pourra faire communiquer les systèmes qui l'utilisent encore avec votre site. Dans la section woocommerce.com, vous pouvez activer le suivi d'utilisation par WooCommerce si vous le souhaitez, et vous pouvez choisir d'afficher des suggestions dans WooCommerce. Personnellement, je ne souhaite pas avoir de suggestions, donc je vais décocher cette case et j'enregistre les modifications. Et pour terminer, dans l'onglet fonctionnalités, vous pouvez choisir comment stocker les données des commandes. Je vous recommande de garder le stockage haute performance qui est activé par défaut. Si vous venez d'installer WooCommerce, vous n'avez pas besoin d'activer le mode de compatibilité, mais si vous avez un ancien site, ça peut valoir la peine de cocher cette case si vous avez des problèmes avec les commandes. Vous pouvez activer ou non les statistiques WooCommerce. En général, je vous recommande de ne pas activer ceci parce que ça peut ralentir votre site. Dans l'attribution de commandes, vous pouvez activer la fonctionnalité pour pouvoir voir de quel site les personnes qui commandent sur votre site proviennent, donc quel est le site référent. Ensuite, dans les fonctionnalités expérimentales, vous pouvez tester des fonctionnalités, mais ceci, je vous conseille de ne jamais le faire sur un site qui est en ligne, donc sur un site sur lequel des clients commandent. Vous pouvez tester ces fonctionnalités sur un site de test. J'enregistre les modifications, et ensuite on va ajouter un produit. Pour ça, je clique sur Produit. Et c'est ici que je pourrai voir la liste de tous les produits que j'ai sur mon site. Pour l'instant, je n'en ai pas encore, donc je vais créer un produit. J'arrive sur l'écran de création des produits, et ici, il y a tout un tas de choses qui peuvent différer selon ce que vous avez installé comme extension sur votre site, mais globalement, vous devriez avoir le nom du produit, la description du produit, et ce tableau qui va vous permettre de configurer votre produit. Dans ce cas-ci, je vais prendre l'exemple d'un site de vêtements, donc je vais ajouter un nouveau produit qui sera un t-shirt. Je vais ajouter une description à mon produit, et je vais aussi ajouter une description courte à ce produit qui devrait s'afficher plus tard sur mon site. Avant de continuer avec les données du produit, je vais définir l'image de mon produit, donc je sélectionne l'image de mon t-shirt, et je définis l'image du produit.
Plus bas dans la galerie de produits, je peux ajouter davantage d'images. Je vais ajouter d'autres images pour mon t-shirt. Et juste après, je vous montrerai comment créer une catégorie pour vos produits. Ensuite, dans les données produits, vous devez commencer par choisir le type de produit. Un produit simple, c'est un produit qui est par exemple un vêtement avec une taille unique ou quelque chose qui n'a pas de variation, c'est-à-dire de couleurs différentes, de tailles différentes. Les produits groupés, c'est un ensemble de produits simples. Donc vous pourriez avoir des produits simples sur votre site que vous pouvez vendre par lot, par exemple, de plusieurs produits. Et dans ce cas, vous pouvez sélectionner produits groupés pour votre lot de produits simples. Dans les produits externes ou affiliations, vous pouvez ajouter des URL d'un produit qui est sur un site externe et que vous ajoutez à votre site. Et enfin, dans les produits variables, vous pouvez avoir des produits avec des variations, comme par exemple, et en particulier pour les vêtements, des tailles différentes ou des couleurs différentes. Donc c'est le même produit mais avec des variations au sein du produit. Mais un produit variable n'est pas forcément un vêtement, ça peut être plein d'autres choses pour lesquelles vous avez des variations au sein de votre produit. Mon t-shirt est typiquement un produit variable parce qu'il y aura des tailles et des couleurs. Et pour le produit variable, je vais commencer par ajouter des attributs. Donc les attributs, c'est ce que je viens de mentionner, donc une taille ou une couleur. Ici, dans le nom de l'attribut, je vais ajouter l'attribut taille, et dans les valeurs de l'attribut, je vais devoir ajouter les tailles disponibles pour mon t-shirt séparées par un trait vertical. Donc dans mon cas, j'aurai 3 tailles, par exemple S, M et L. Je vais laisser cocher la case visible sur la page produit parce que je veux que mes tailles soient visibles sur la page produit et utiliser pour les variations parce que je voudrais que mes t-shirts aient tous ces tailles disponibles. J'enregistre les attributs. Maintenant, je peux ouvrir mon attribut taille et voir les valeurs qui ont été ajoutées pour mon attribut de taille. Je vais ajouter un autre attribut, et cet attribut sera ma couleur. Donc je vais ajouter 2 couleurs pour mes t-shirts. Ces couleurs seront visibles sur la page produit et utilisées pour les variations, et j'enregistre mon attribut. Pour ces t-shirts, j'ai donc 2 attributs, un attribut de taille et un attribut de couleur, et je peux passer aux variations. Donc je clique sur variations, et ici je vais générer des variations parce que dans mon cas, mon t-shirt sera disponible dans les 2 couleurs et dans toutes les tailles pour ces 2 couleurs. Donc je vais générer des variations, je peux générer 50 variations maximum, ici il n'y en aura pas 50, je clique sur OK, et j'ai bien mes 6 variations qui ont été ajoutées, donc 3 tailles fois 2 couleurs. Ensuite, je dois ajouter un prix à mes variations parce que vos variations peuvent avoir des prix différents. Donc je clique sur ajouter un prix et je vais ajouter 29 par exemple pour toutes mes variations. Donc j'ajoute des prix et maintenant toutes mes variations vont avoir le prix de 29 €. Si j'ouvre la première variation, donc le t-shirt en taille S et en couleur bleue, je peux gérer cette variation dans cet écran-ci. Donc cet écran ressemble à ce qu'on a vu tout à l'heure pour les produits simples. Et j'ai notamment la possibilité de gérer le stock. Donc si je coche cette case, gérer le stock, je vais pouvoir ajouter le nombre de quantités en stock pour mon t-shirt bleu en taille S. Admettons que j'ai 10 unités en stock. Et donc je serai averti que mon stock est faible lorsque je n'aurai plus que 2 unités en stock et j'aurai une rupture de stock lorsque mes 10 unités ont été vendues. La seule donnée qui est obligatoire ici, c'est le prix. Comme vous l'avez vu, on l'a ajouté tout à l'heure. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter une unité de gestion de stock ou un code spécifique en fonction des produits que vous vendez. Vous pouvez ajouter un tarif promotionnel pour cette variation en particulier ou planifier la promotion. Vous pouvez choisir d'autoriser ou non les commandes en réapprovisionnement. Si vous le souhaitez, vous pouvez changer le seuil de stock faible, donc à l'échelle de la boutique, on l'a fixé à 2, mais vous pouvez le changer au cas par cas pour vos produits et pour vos variations de produits. Vous pouvez ajouter un poids et des dimensions. Vous pouvez choisir une classe d'expédition. On a configuré nos classes tout à l'heure et maintenant vous voyez que mes classes sont disponibles ici pour les produits volumineux ou la livraison gratuite. Je ne vais pas ajouter de classe parce que mon t-shirt n'entre pas dans ces 2 catégories. Je peux également choisir une classe de TVA et tout à l'heure on a également configuré des classes de TVA. Ici je peux donc choisir ma TVA standard, mon taux réduit ou mon taux 0. Ce sera évidemment une TVA standard mais je vais la garder identique aux parents. Et je peux ajouter une description pour cette variation. Je vais enregistrer mes modifications et ensuite on va revenir aux parents. Donc ici j'avais configuré quelque chose qui était identique aux parents. Si je clique sur l'onglet général, c'est ici que se trouve mon parent. Donc pour mon parent, mon produit parent, je peux choisir l'état de la TVA, donc est-ce que ce produit est taxable ou non, ou est-ce que l'expédition uniquement est taxable. Dans mon cas, tout est taxable, et ensuite je peux choisir ma classe de TVA, standard réduite ou 0, et ceci s'appliquera automatiquement à toutes les variations, sauf si j'ai configuré quelque chose de différent dans les variations en particulier. Dans la section inventaire, ici aussi je peux choisir une unité de gestion de stock pour le parent ou un code spécifique en fonction des produits qui sont sur mon site.
Je peux également cocher la case gestion des stocks pour suivre la quantité en stock pour le produit. Mais ceci s'appliquera à toutes mes variations sauf celles que je viens de configurer. Admettons que pour l'ensemble de mes produits, j'ai 8 unités en stock, sauf pour mon t-shirt bleu en taille S. Je ne vais pas autoriser les commandes en réapprovisionnement et je garde mon seuil de stock faible à l'échelle de la boutique, c'est-à-dire 2. Je ne veux pas vendre individuellement, c'est-à-dire que je ne veux pas limiter les achats à un article par commande, donc je laisse bien cette case décochée. Ici, j'espère que vous l'aurez compris, mais toutes mes variations auront 8 unités en stock, sauf celle pour laquelle j'ai configuré individuellement le stock. Dans l'onglet Expédition, je peux ajouter des dimensions à ce produit et je peux choisir ma classe d'expédition à l'échelle du parent, c'est-à-dire pour toutes les variations, sauf pour celles pour lesquelles j'aurais configuré quelque chose en particulier. Dans les produits liés, je peux choisir d'autres produits sur mon site qui vont être affichés comme suggestions de vente. Et enfin, dans l'onglet Avancé, je peux ajouter une note de commande qui sera envoyée au client après son achat. Ceci peut être utile si vous vendez des produits qui ont besoin d'un soin particulier ou d'instructions pour l'installation par exemple. Vous pouvez choisir l'ordre du menu en changeant ceci pour un ordre différent et vous pouvez choisir individuellement, produit par produit, d'activer ou non les avis. Toutes mes données produits sont configurées, donc je peux publier mon produit. Mon permalien a été créé et si j'ouvre cette page produit, je vais retrouver les données de mon produit. Donc ici j'ai bien l'image principale que j'ai ajoutée pour mon t-shirt et dans la galerie je peux voir la seconde image. J'ai le titre que j'ai ajouté à mon produit, donc t-shirt, et ensuite son prix. J'avais bien ajouté le suffixe TTC tout à l'heure dans les réglages de WooCommerce. Ici ma description courte s'affiche et ensuite je peux choisir une taille parmi celles que j'ai configurées et une couleur parmi les 2 couleurs que j'avais. Si je choisis mon t-shirt en taille S et en couleur bleue, j'ai bien 12 unités en stock. Alors que si je choisis une autre taille, toujours en bleu, j'ai 8 unités en stock. Donc ceci correspond au stock que j'avais configuré. Et donc je peux changer, par exemple choisir mon t-shirt en taille M et blanc, et j'aurai toujours 8 unités puisque j'ai configuré ceci au niveau du parent, et c'est un paramètre qui est appliqué à toutes les variations. Plus bas, j'ai l'unité de gestion de stock qui n'a pas été ajoutée puisque je n'en ai pas ajouté. Et ensuite la catégorie qui était non classée parce que je n'ai pas encore créé de catégorie. Ceci, je vais pouvoir le changer plus tard quand je vais configurer ma page produit. Ensuite, dans la description, j'ai la description longue, donc c'est la version un petit peu plus longue de ce qui se trouve ici. Dans les informations complémentaires, j'ai mes informations de taille et de couleur avec les valeurs que j'ai ajoutées, et je n'ai pas encore d'avis client. Je vais ajouter d'autres produits à ma boutique, donc je clique sur ajouter pour ajouter un second produit. Ce produit sera une robe, je vais lui ajouter une description courte. Je vais également définir l'image du produit et je vais ajouter des images à la galerie du produit. J'ajoute à la galerie. Dans les données du produit, je vais de nouveau créer un produit variable et je vais créer les variations au niveau du parent. Donc mon produit sera taxable avec un taux de TVA standard. Je ne vais pas activer la gestion des stocks pour ce produit. Pour l'expédition, je vais ajouter une classe d'expédition produit volumineux. Dans les attributs, vous allez voir que je suis confrontée à un problème. Donc je pourrais ajouter un attribut existant, mais si je cherche mon attribut taille par exemple, je ne vais pas le trouver. Et la raison, c'est parce que j'ai créé un attribut au sein de mon produit, et cet attribut n'est pas un attribut global. Donc avant de continuer à configurer mon produit variable, ma robe, je vais créer des attributs au niveau global, donc au niveau de mon site, pour ne pas devoir chaque fois créer des nouveaux attributs quand j'ajoute une taille à un produit. Je vais donc enregistrer mon brouillon, et ensuite je vais cliquer sur attributs dans le menu produit. Et ici je vais créer des attributs globaux, donc des attributs au niveau du site plutôt qu'au niveau du produit. Mon attribut sera donc la taille, l'identifiant va être ajouté automatiquement, et je peux activer ou non les archives. Si j'active les archives, il y aura une page avec uniquement les produits avec une taille spécifique. Je ne veux pas activer les archives, donc je vais juste ajouter mon attribut. Ensuite, dans mon attribut, je vais configurer les termes, et c'est ici que je vais ajouter les valeurs de mon attribut, autrement dit mes différentes tailles. Le premier terme sera S pour ma taille small ou ma taille S. J'ajoute une taille. Ensuite, j'aurai la taille M, je peux ajouter la taille, et la taille L. Comme cet attribut est global, je ferai bien d'ajouter toutes les tailles et pas uniquement les tailles que j'avais ajoutées pour mon t-shirt. Donc je vais également ajouter une taille XS, une taille XXS, une taille XL et une taille XXL. J'ai rafraîchi ma page et par défaut, mes termes sont classés par ordre alphabétique. Ça ne me convient pas, je préférerais qu'ils soient classés par ordre de taille dans ce cas précis. Donc je vais modifier mon ordre en glissant-déposant mes attributs à l'endroit où je souhaite qu'ils soient. Donc je vais commencer par les attributs de taille les plus petites vers les attributs de taille les plus grands.
Ensuite, si je reviens à ma page d'attributs, donc je clique sur attributs, j'ai bien mon attribut de taille, mes termes, donc les valeurs de l'attribut, et je peux voir que ces termes sont classés comme je viens de le configurer. Ceci, c'est parce que le tri est personnalisé, donc le tri par défaut est personnalisé, mais je peux choisir une autre manière de trier mes termes. Puisque je configure les données de mes produits, je vais également créer des catégories. Donc je clique sur catégories, et ici je vais pouvoir créer des catégories de produits. Ces catégories de produits sont différentes des catégories de vos articles. Donc si je survole articles et catégories, ce sont des catégories distinctes qui classent des choses distinctes. Vous ne pourrez pas classer un article dans une catégorie de produits et à l'inverse, vous ne pourrez pas classer un produit dans une catégorie d'articles. Pour ce site exemple de vêtements, mes catégories vont être très simples. J'aurai une catégorie t-shirt. Le slug sera de nouveau automatique. Cette catégorie n'aura pas de catégorie parente, mais admettons que sur un site plus complexe où j'ai des vêtements pour hommes et des vêtements pour femmes, je pourrais créer une catégorie homme et une catégorie femme. Et ce t-shirt, puisque c'était un t-shirt pour femme, serait sous la catégorie vêtements pour femmes ou la catégorie femme. Certains thèmes affichent une description, donc je peux ajouter une description pour mon thème. Je peux choisir mon type d'affichage, donc sur les produits, sur les sous-catégories ou sur les deux, donc les produits et les sous-catégories. Je vais garder la valeur par défaut. Et ensuite, je peux ajouter une miniature pour cette catégorie. Donc dans le cas de produits, vous pouvez avoir un classement par catégorie de produits. Vous pourriez avoir des gens qui cherchent des produits sur votre page t-shirt ou qui cherchent dans la catégorie t-shirt vos produits. Et ces pages peuvent également être classées dans les résultats de recherche des moteurs de recherche et notamment de Google. Donc en général, je vous conseille d'ajouter une miniature pour l'expérience utilisateur. Ici, je vais simplement ajouter une photo d'un t-shirt et j'ajoute ma catégorie. Ensuite, je vais ajouter une catégorie robe. Je ne vais pas ajouter de miniature parce que vous avez vu comment ça fonctionne. Je vais également ajouter une catégorie chapeau. Et pour terminer, je vais ajouter une catégorie pull par exemple. Je vais revenir à tous mes produits. Et ici, j'ai bien les deux produits que j'ai créés, dont mon produit qui est en mode brouillon. Je vais le modifier pour terminer la création de ce produit. Et si je reviens aux données du produit et aux attributs, je vais pouvoir ajouter un attribut existant. Donc j'ai la taille qui s'affiche directement puisque c'est le seul attribut que j'ai ajouté. Ensuite, je vais pouvoir sélectionner les valeurs. Je n'ai pas forcément toutes les tailles sur tous les produits, donc je peux sélectionner les valeurs pour mon produit. Je vais choisir les valeurs qui me conviennent et ensuite j'enregistre les attributs. Donc vous pouvez faire ceci avant même de créer un produit variable, ajouter tous les attributs dont vous avez besoin au niveau du site et ensuite vous n'aurez plus qu'à sélectionner les valeurs pour chaque attribut. Ensuite, je vais revenir à mes variations et je vais créer des variations pour chacun de mes attributs. Donc je clique à nouveau sur générer des variations comme tout à l'heure, je clique sur OK et WooCommerce a généré 5 variations, une pour chacune de mes tailles. Je vais ajouter un prix à toutes ces variations et je clique sur ajouter des prix. Mes données produits sont complètes, maintenant je vais pouvoir ajouter une catégorie à mon produit. Donc ici c'est une robe, je vais choisir la catégorie robe et je décoche la case non classée. Ensuite je vais publier mon produit et je peux à nouveau visualiser mon produit si je le souhaite. Donc ici comme vous le voyez mon produit s'affiche exactement comme tout à l'heure, j'ai de nouveau ma galerie produit et je peux choisir une option de taille. J'ai toujours mon titre, mon prix, mon suffixe de prix, ma description courte et plus bas j'ai accès à la description longue. Je vais ajouter un dernier produit. Ce produit sera un produit simple, ce sera un bonnet. Je vais lui donner toujours la même description, une description courte, un tout petit peu plus courte que la description longue. Ensuite, je vais définir l'image du produit et ici, je n'aurai pas de galerie produit. Je vais ajouter ma catégorie de produits, donc ce sera dans la catégorie chapeau. Et ensuite, je peux configurer mes données produits. Donc c'est bien un produit simple. Le tarif régulier sera par exemple 19 €. Et ici, dans ce produit simple, si je le souhaite, je peux ajouter un attribut de taille également, pour une taille unique par exemple. Donc je vais sélectionner mon attribut taille, et ma valeur sera la valeur M, admettons, pour ce produit. J'enregistre l'attribut, et ajouter un attribut à un produit simple de cette manière va vous permettre de catégoriser dans votre site ce produit avec tous les produits par exemple qui ont une taille M. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais dans la recherche de produits, ça peut vous aider. Je vais publier mon produit, et si j'ouvre ma page produit, j'ai de nouveau mon image produit, le titre de mon produit et son prix.
Je peux sélectionner la quantité, mais il n'y a pas d'attribut spécifique à sélectionner pour ce produit. Je reviens à tous mes produits et ici je peux voir les produits que je viens de créer. Sur cette page, j'ai également la possibilité d'appliquer des actions groupées aux produits que je sélectionne. Je peux notamment sélectionner tous mes produits et dans les actions groupées, je peux choisir de les modifier. Donc je choisis modifier et appliquer. Et ici, il y a certaines choses que je vais pouvoir modifier, mais ici pour l'ensemble de mes produits. Par exemple, je pourrais choisir de mettre en brouillon l'ensemble de mes produits, donc je peux changer leur état. Pour l'instant, ils sont tous publiés, mais ils pourraient être en brouillon. Je peux ajouter des étiquettes produits, je peux ajouter une catégorie pour l'ensemble des produits que j'ai sélectionnés, et dans les produits, je peux faire tous les changements qui se trouvent ici. Par exemple, gérer le stock pour plusieurs produits en même temps. Donc ceci vous permet de faire des modifications en masse. Vous pouvez également sélectionner des catégories pour n'avoir que les produits qui sont dans une catégorie spécifique. Vous avez également un filtre par type de produit et vous pouvez filtrer vos produits par l'état du stock. Je n'ai pas encore ajouté de catégorie à mon t-shirt, donc je vais faire une modification rapide. Je clique sur modification rapide et ici je vais pouvoir changer la catégorie du produit t-shirt, mais uniquement pour ce produit-ci et pas pour l'ensemble des produits que j'avais sélectionnés. Et dans cette modification rapide, j'ai également des possibilités de modifier d'autres choses rapidement sans devoir ouvrir la page produit. Je vais mettre à jour. Et maintenant, je vais pouvoir visualiser ma boutique. Donc je vais me rendre sur la boutique, je survole le nom de mon site et visiter la boutique. Cette page boutique, c'est la page qu'on avait configurée dans les réglages de WooCommerce. J'avais demandé que la page boutique qui a été créée automatiquement par WooCommerce soit effectivement la page boutique. Sur cette page, j'ai les 3 produits que je viens de créer avec leur titre ou leur nom, leur prix et un bouton d'ajout au panier ou de choix d'options pour les produits variables. Donc si je clique sur choix d'options, j'arrive sur la page du produit pour pouvoir choisir une option ici de taille. Comme vous pouvez le constater, ma page boutique n'est pas tout à fait engageante, notamment avec cette colonne latérale de gauche qui n'a pas vraiment de lien direct avec mes produits. Donc maintenant, on va devoir configurer les pages de WooCommerce ainsi que le menu ici pour pouvoir afficher mes produits. Je vais commencer par le menu, donc je reviens à mon site WordPress, je vais me rendre dans Apparence et Menu. Ici, dans mon menu principal, je vais simplement ajouter les pages de WooCommerce. Je peux cliquer sur Tout voir pour voir l'ensemble des pages qui sont sur mon site. Je vais ajouter ma boutique, mon compte et la page panier. J'ajoute donc ceci au menu. À l'inverse de ce que j'ai ici, vous pourriez ne pas avoir de blog sur votre site e-commerce, et dans ce cas, il suffit de simplement supprimer ce qui ne vous convient pas. Vous agencez ceci comme bon vous semble. Je vais commencer par la page panier avant la page mon compte, donc je modifie l'ordre ici. Et avec WooCommerce, vous pouvez également ajouter des terminaisons WooCommerce à votre site. Par exemple, vous pourriez ajouter ce qu'on a vu tout à l'heure dans le menu qui se trouve sur la page mon compte, et vous pourriez ajouter un de ces éléments de menu au menu principal. Et si vous souhaitez ajouter des catégories à votre menu principal, des catégories de produits, vous pouvez l'ajouter sous format de lien personnalisé. Donc pour ça, il vous suffit de récupérer le lien d'une catégorie dans produits et catégories, donc je vais ouvrir cette page. Ici, je pourrais voir par exemple la catégorie robe, je clique sur voir, et là, je peux récupérer le lien de cette catégorie robe. Ensuite, il suffit de copier l'URL ici et d'ajouter un texte, par exemple, à ce lien. Ensuite, je peux l'ajouter au menu. Je ne vais pas ajouter de catégorie à mon menu parce que je souhaite qu'il reste simple, mais sur un site e-commerce, évidemment, ça a du sens. J'enregistre mon menu. Si je reviens à la page d'accueil de mon site, mon menu a bien été modifié. J'ai donc la page boutique, la page panier et la page mon compte. Mais comme vous le voyez ici, mon thème a automatiquement ajouté une icône de panier et ceci renvoie à la page panier. Donc je peux supprimer la page panier de mon menu. Je vais revenir à mon menu et je vais supprimer cette page. J'enregistre à nouveau et maintenant mon menu est plus propre avec une seule fois la page panier. Cette icône est complètement dépendante de votre thème, donc vous pourriez avoir quelque chose de différent et vous pourriez avoir la nécessité d'ajouter la page panier à votre menu si vous souhaitez avoir la page panier dans votre menu principal. Ensuite, je vais pouvoir configurer les pages WooCommerce, je vais pouvoir personnaliser ces pages. Pour personnaliser ces pages, tout dépend du thème ou du constructeur de page que vous utilisez sur votre site. Dans mon cas, j'utilise le thème GeneratePress et la version premium de ce thème qui propose beaucoup d'options pour personnaliser WooCommerce, les pages WooCommerce et la page produit de WooCommerce. Donc ce que je vais vous montrer ici, c'est tout à fait propre à GeneratePress et vous n'aurez pas forcément les mêmes configurations possibles sur votre site. C'est pour ça qu'en général, on recommande d'avoir un thème qui est compatible avec WooCommerce pour créer un site e-commerce. La plupart des thèmes et la plupart des constructeurs de thèmes le sont, notamment Elementor ou Divi par exemple, mais il se pourrait que vous ayez un thème qui limite fortement vos possibilités
possibilités de personnalisation des pages WooCommerce. Avec GeneratePress, vous pouvez vous rendre dans le menu GeneratePress et avec la version Premium, vous pouvez activer le module WooCommerce. Sur mon site, il est déjà activé. Ensuite, je vais me rendre dans le menu personnalisé. Dans ce menu personnalisé, il y a différentes options pour gérer WooCommerce. Pour commencer, il y a le menu WooCommerce que vous pourriez retrouver sur votre thème également. Ce n'est pas un menu qui est propre à GeneratePress. La notification de la boutique vous permet d'afficher une notification sur l'ensemble de votre boutique et vous pouvez utiliser ceci par exemple pour des promotions temporaires. Donc vous changez le texte qui est ici et vous activez ou vous désactivez la notification. Dans le catalogue de produits, vous pouvez choisir comment vous affichez vos produits sur la boutique. Donc sur cette page, vous pouvez afficher les produits, vous pouvez également afficher les catégories et vous pouvez afficher les deux. Donc si je sélectionne catégorie, ici j'ai bien les catégories que j'ai créées qui s'affichent. Je vais conserver produit, mais ce paramètre dépendra de la manière dont vos utilisateurs naviguent sur votre site. Même chose pour la catégorie, je peux afficher les produits sur les pages catégories, je peux afficher les sous-catégories si j'en ai, et je peux également afficher les deux. Et enfin, je peux choisir le tri par défaut des produits, c'est-à-dire comment les produits vont être triés sur une page. Et vous avez plusieurs possibilités que vous pouvez voir ici. Là aussi, tout dépend de ce dont vos utilisateurs ont besoin. Je reviens au menu. J'ai également une option de paramétrage des images des produits. Je peux choisir notamment la largeur en pixels de l'image principale d'un produit. Je peux choisir la taille de la miniature également. Et je peux choisir le recadrage. Donc ici, j'ai un recadrage 1:1 pour avoir des images carrées. Je pourrais choisir un recadrage différent, et notamment en ayant des images en 4/3 par exemple, pour les avoir plus allongées, ou en 3/4 pour avoir quelque chose au format portrait. Là aussi, votre choix va dépendre des images que vous avez pour vos produits. Je peux aussi choisir de ne pas recadrer les images, mais là, je pourrais avoir un problème avec des images au format portrait et d'autres images au format paysage, et ces images ne seraient pas recadrées. Donc pour ma part, je garde le recadrage personnalisé. Je vais publier, je reviens de nouveau au menu. Je n'ai pas accès aux options du menu commandé parce que je peux le modifier dans l'éditeur et on verra ça plus tard. Et enfin, j'ai des options de couleurs et ceci c'est propre à GeneratePress. Donc ici, je peux choisir les couleurs de certains éléments de WooCommerce. Par exemple, pour les boutons, on avait vu que sur la page d'un produit, mon bouton était bleu. Je pourrais changer ceci et ajouter quelque chose de ma palette de couleurs pour que ceci soit beaucoup plus en phase avec mon site. Je pourrais choisir par exemple ma couleur de contraste et au survol, je pourrais avoir une couleur un petit peu plus claire ou un petit peu plus foncée, en tout cas différente, pour ce bouton. Donc ici en changeant la couleur, j'ai un bouton qui s'accorde davantage avec l'identité visuelle de mon site. Et ensuite je peux faire ceci pour tous les autres éléments qui sont disponibles ici. Mais donc ceci c'est tout à fait particulier à GeneratePress. Je vais publier. Je reviens au menu et je vais modifier la validation de commande. Donc je clique sur le lien qui m'envoie vers l'éditeur. Et ici, je peux simplement modifier la page validation de commande avec les blocs WooCommerce. Pour modifier ceci, il suffit de cliquer sur chaque élément. Et là, vous avez certaines options qui s'affichent soit dans la colonne de droite, soit pour modifier du texte par exemple, vous pouvez le modifier directement sur la page. Donc ceci, c'est bien la page de validation de la commande. Ici, je ne vais rien modifier parce que c'est de nouveau quelque chose qui va dépendre de votre thème. En fonction de ce que vous utilisez, vous pourriez avoir accès à ces blocs WooCommerce ou pas. Je reviens donc au menu personnalisé, toujours dans Apparence et Personnalisé. Et avec mon thème, j'ai encore quelques options de mise en page, notamment de la boutique et des pages produits dans WooCommerce. Pour ça, avec GeneratePress Premium, je dois me rendre dans Mise en page et ensuite le menu WooCommerce. Et ici, j'ai quelques options qui sont assez utiles. Je peux choisir d'afficher ou non le panier dans le menu, donc ceci c'est l'icône du panier qu'on avait vu tout à l'heure. Je peux également afficher ou non un mini panier dans le sous-menu. Je peux choisir mon icône, donc j'ai plusieurs options pour l'icône de ce panier. Et je peux choisir le contenu de cet élément du menu, donc soit le montant total du panier, soit le nombre d'articles dans le panier. Je peux également choisir d'afficher ou non le fil d'Ariane, donc le fil d'Ariane c'est ceci. En général, je vous recommande de l'afficher pour que les utilisateurs puissent naviguer facilement sur votre site. Donc je vais le laisser afficher. Et ensuite, je peux choisir la mise en page de ma page boutique. Donc pour l'instant, j'ai une colonne latérale et ensuite le contenu. Pour une page boutique, je vous recommande en général de ne pas avoir de colonne latérale, sauf si vous avez des filtres dans cette colonne latérale. Mais si vous n'avez pas de colonne avec des filtres, ce n'est pas nécessaire d'avoir une colonne latérale. Je vais afficher plutôt 3 produits par colonne pour que mes produits prennent l'ensemble de la page. Je vais garder l'espacement par colonne tel qu'il est. L'alignement de l'image doit être au centre pour moi, mais j'ai le choix. Je peux choisir combien de produits affichés par page. Ensuite, je peux choisir l'alignement du texte. Il est centré également, mais je pourrais le mettre à gauche par exemple, et avoir le texte à gauche et l'image au centre.
Pour l'instant, je vais tout garder centré. Je peux afficher le panier dans Ajouter au panier. Et ensuite, j'ai toute une série d'options que me propose GeneratePress. Donc je ne vais pas les passer parce que de nouveau, c'est tout à fait particulier à GeneratePress. Mais je peux activer ou désactiver ces options selon ce qui me convient, selon l'identité de mon site et selon ce dont mes utilisateurs ont besoin. Plus bas, j'ai les mêmes options pour un produit unique, donc la page produit. Si j'ouvre une page produit par exemple, ici je vais pouvoir configurer cette page. J'ai des options assez similaires, par exemple l'agencement de la page est hérité de la page boutique. Je peux choisir la largeur de l'image du produit. Ici, c'est un petit peu grand, donc je vais diminuer un petit peu la largeur de cette image. Et ensuite, j'ai de nouveau des options qui sont propres à GeneratePress. Ici, je vais simplement retirer les boutons pour la quantité. Et pour terminer, j'ai une option pour le paiement. Donc ceci, ce sera sur la page validation de la commande. Et je vais cocher cette case pour avoir un mode sans distraction qui me permettra d'avoir une page beaucoup plus simple que si je n'activais pas cette option. Comme vous l'avez vu ici, j'ai pas mal d'options avec mon thème pour modifier ou personnaliser les pages de WooCommerce. Si ce n'est pas votre cas et si vous vous rendez compte que votre thème vous limite énormément dans ce que vous pouvez personnaliser dans les pages WooCommerce, je vous conseille de réfléchir à passer à un autre thème qui vous permettra de mieux personnaliser WooCommerce. Donc il y a des tonnes et des tonnes de thèmes qui sont tout à fait compatibles avec WooCommerce et qui vont vous permettre de personnaliser ces pages produits, ces pages boutiques. Je vais publier mes changements. Maintenant que mes pages sont personnalisées, je vais tester l'achat, le processus d'achat sur mon site, mais avant ça, je vais créer un code promotionnel. Pour ça, je dois survoler marketing et code promo. Et ici, WooCommerce me propose une interface pour créer des codes promo. Je vais cliquer sur créer mon premier code promo. Je peux donner un titre à ce code ou je peux générer un code promo. Donc si je clique sur générer un code, j'ai un code au hasard qui s'affiche, mais je pourrais créer un code plus convivial pour des nouveaux clients par exemple. Donc je vais appeler mon code bonjour 10. Je peux lui donner une description et ensuite je dois choisir le type de code. Donc la remise, ce sera une remise en pourcentage. La valeur du code promo, ce sera 10%. Je peux choisir si ce code inclut ou non la livraison gratuite et je peux lui donner une date d'expiration. Si je ne donne pas de date, ce code promo sera valable indéfiniment. Dans les restrictions d'usage, je peux choisir d'activer ce code à partir d'un certain montant. Par exemple, les utilisateurs pourraient bénéficier de ce code à partir de 50 € dans le panier. Je peux également ajouter une dépense maximum. Je peux choisir si ce code peut être utilisé avec d'autres codes promo ou non. Et je peux exclure les articles qui sont déjà en promotion de ce code promo. Ensuite, je peux activer ce code promo pour des produits spécifiques ou je peux exclure des produits. Je peux l'activer pour des catégories de produits spécifiques et je peux également exclure certaines catégories. Et je peux activer ce code promo pour un email spécifique ou plusieurs emails si je souhaite offrir ce code promo à un groupe de clients particulier. Et dans les limites d'utilisation, je peux choisir combien de fois ce code promo peut être utilisé. Donc si vous choisissez d'avoir des codes individuels, vous pouvez avoir une limite d'utilisation de 1 par exemple, mais si vous choisissez d'envoyer un code promo à par exemple toute votre liste d'emails, dans ce cas il vaut mieux garder l'utilisation illimitée. Vous pouvez également limiter l'utilisation à un certain nombre d'articles ou à des utilisateurs particuliers. Je vais publier mon code et maintenant je vais pouvoir tester l'achat sur mon site. Donc je reviens à mon site, je vais me rendre dans la boutique et je vais ajouter des produits à mon panier. Mon produit a bien été ajouté et ensuite je peux voir mon panier où je peux cliquer sur ce que j'avais ajouté ici en haut dans le panier. Et ici j'ai ce qu'on appelle le mini panier qui s'affiche. Je vais revenir à ma boutique et je vais ajouter plusieurs articles. J'ajoute un deuxième article, je vais d'abord choisir mes options et ensuite j'ajoute au panier. Et ensuite je peux cliquer sur le panier et visualiser mon panier. Ici j'ai bien mes produits qui ont été ajoutés, je peux supprimer cet élément, tout ça c'est propre à WooCommerce. Et ici je vais pouvoir ajouter mon code promo. Donc j'ai bien la livraison gratuite puisque je dépasse les 50 € et mon code promo qui était bonjour 10, si je l'applique, me donne bien ma remise de 10%. Ensuite, je vais pouvoir valider la commande, donc je clique sur valider la commande. J'ai bien ma taxe ici qui a été ajoutée également, la TVA qu'on avait configurée. Et j'arrive sur la page validation de la commande que vous avez vu tout à l'heure quand j'avais la possibilité de la configurer. Ici, le client devra entrer ses informations. Dans les options de livraison, la livraison gratuite est cochée par défaut, et ceci c'est un petit défaut dans WooCommerce, c'est-à-dire que la livraison gratuite est un mode de livraison parmi les autres, et lorsque vous remplissez les conditions, vous avez la possibilité d'avoir la livraison gratuite, mais les autres modes de livraison continuent de s'afficher. Je vous mettrai dans la description le lien vers un petit morceau de code que vous pouvez ajouter à votre site pour ne pas afficher les autres modes de livraison lorsque la livraison gratuite est disponible. J'avais configuré mon option de paiement avec le virement bancaire et je peux donc commander.
Lorsque j'ai passé commande, j'arrive sur l'écran de commande reçue, et ici j'ai les informations de commande, donc la commande que j'ai passée. Ici j'ai les coordonnées bancaires puisqu'on a configuré le paiement par virement, donc il faudra que je fasse un virement au compte qui est affiché ici, et ensuite j'ai les détails de la commande. Ceci c'est envoyé par email dans l'email de nouvelle commande ou de commande reçue qui est envoyé au client. Et c'est également envoyé à l'email d'administration qui a été configuré dans l'email de nouvelle commande qui est envoyé à l'administrateur du site. Je reviens à WooCommerce et je vais vous montrer où se trouve cette commande. Donc si je survole WooCommerce et commandes, c'est ici que je vais pouvoir gérer l'ensemble des commandes qui sont passées sur mon site et notamment les modifier si besoin. Une des parties les plus essentielles des commandes, c'est l'état de la commande. Donc pour l'instant, la commande est en attente parce que je n'ai pas encore payé. Si je clique sur la commande, je vais ouvrir le panneau de gestion, l'écran de gestion de la commande, et je peux gérer ceci pour toutes les commandes. Donc ici, je peux voir les détails de la commande, notamment la date de création, l'état, donc comme on l'a vu, il était en attente, quel client a passé commande, donc si un client est enregistré évidemment, s'il n'est pas enregistré, il n'y aura pas de profil client à cet endroit, mais juste une adresse email, et vous avez les informations de facturation et d'expédition. Plus bas, il y a les articles qui ont été commandés, une information sur la livraison, et ici, comme j'ai utilisé un code promo, j'ai également le code promo qui a été utilisé. Ensuite, je peux voir le total de la commande, et plus bas, si vous avez des produits téléchargeables, vous pouvez ajouter un accès à un produit téléchargeable ici, et vous avez également la possibilité d'ajouter des champs personnalisés à votre commande. À droite, vous pouvez mettre à jour la commande si vous avez changé quelque chose ici par exemple, mais vous pouvez également choisir une action de commande en renvoyant les détails de la commande au client, en envoyant une nouvelle notification à l'administrateur de nouvelles commandes, ou en régénérant des autorisations de téléchargement si vous avez des produits téléchargeables. Ensuite, vous avez des attributions pour la commande avec l'origine de la commande, le type d'appareil et les pages vues. Ceci peut vous aider pour vos statistiques. Et ensuite, vous avez les notes de commande, c'est-à-dire toutes les étapes que WooCommerce a effectuées pour arriver à cette commande. Vous pouvez également ajouter des notes manuellement si nécessaire, notamment des notes que vous pouvez envoyer à votre client. Donc vous avez la possibilité d'ajouter une note privée pour vous ou une note au client. Si vous choisissez une note au client et que vous ajoutez quelque chose ici, en cliquant sur ajouter, le client peut recevoir un email de note de commande si vous avez activé cet email dans les réglages d'email qu'on a vu précédemment. J'ai parlé des états de commande, donc pour l'instant ma commande est en attente et je pourrais changer manuellement l'état de cette commande pour la mettre en cours. Par exemple, si je reçois le paiement sur mon compte via virement bancaire, je peux choisir de mettre cette commande en cours et lorsque j'envoie la commande au client, donc lorsque le colis est expédié, je peux marquer cette commande comme terminée. Tant que le statut de commande n'est pas terminé, donc en général tant que la commande est encore en attente, vous avez encore la possibilité de modifier manuellement cette commande. Donc le client n'a pas cette possibilité, mais vous avez cette possibilité. Et comme ma commande est pour l'instant en attente, je pourrais par exemple ajouter des produits à cette commande si le client me le demande. Donc j'ai cliqué sur ajouter des produits et je clique sur ajoute produit. Et ici je peux rechercher un produit sur mon site, le sélectionner, choisir sa quantité, éventuellement ajouter un autre produit et l'ajouter à la commande. Donc ici, j'ai bien ajouté manuellement un produit à ma commande. De la même manière, je peux également supprimer un produit de ma commande en cliquant simplement sur la petite croix rouge. Je peux également modifier des produits qui sont déjà dans ma commande en cliquant sur le petit crayon et ici, je pourrais modifier la taille, la couleur ou la quantité de produits. Ces modifications vont dépendre de la manière dont vous vendez et le nombre de clients que vous avez, mais il arrive parfois qu'un client vous envoie un email juste après avoir passé commande en disant qu'il y a une erreur dans sa commande et qu'il ou elle voudrait changer des choses. Vous pouvez le faire de cette manière. Une fois que ma commande est terminée, je peux changer l'état en terminé, mettre à jour, et dans ce cas-ci, je n'ai plus la possibilité de modifier ma commande. Donc si je descends, vous voyez que cette commande n'est plus modifiable. Pour la modifier, je dois revenir au statut en attente. Donc je vais revenir au statut en attente, donc je dois mettre cette commande en attente, mettre à jour la commande, et là je vais à nouveau pouvoir ajouter des produits à ma commande ou modifier des articles dans la commande. Donc ces états de commande sont importants parce qu'ils vous permettent de modifier ou non une commande si vous en avez besoin. Si je reviens à toutes les commandes, là aussi j'ai des possibilités, notamment de faire des actions groupées sur ces commandes. Donc ici je n'en ai qu'une mais je pourrais en sélectionner davantage, les marquer comme en cours, en attente, terminée, annulée ou les mettre à la corbeille si la commande doit être complètement effacée du site.
Donc vous ne devez pas chaque fois ouvrir une commande pour changer son état, vous pouvez simplement le faire avec les actions groupées dans la liste des commandes. J'espère que ce tutoriel vous a donné une bonne vue d'ensemble pour utiliser WooCommerce, et je vous rappelle que si vous souhaitez bénéficier d'un site rapide et sécurisé, vous pouvez tester Cloudways en utilisant mon lien dans la description et en bénéficiant de 10 $ de crédit gratuit. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous pourrez mieux optimiser votre site. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire et je vous dis à bientôt.